les réseaux sociaux pour jardin, des zombies supplantent nos mômes, formatés à jour de vaccins. Incroyable, ici à Montréal, à la manifestation du 20 décembre 2020, le Père Noël a pogné un ticket, croyez-le ou non. Le Père Noël dans l'état policier. Père Noël, ça va bien? Oui. C'est un beau cadeau de Noël, coudonc, mais c'est pas grave. C'est pas toi qui l'as donné? Ouais. Alors, Père Noël, ici. Oui, j'en ai donné plein de cadeaux aux enfants, des trucs et des bonbons, là, mais c'est pas grave. Père Noël, mesdames, messieurs, un ticket de combien? 1546. Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu l'avais vu venir, celle-là? Est-ce que tu t'en doutais? Non, parce que j'étais en train de prendre des photos avec les enfants, puis je m'en occupais pas plus que ça. Là. Moi, c'est pas important pour moi, le ticket. Là. On va le virer de bord, on va le signer, puis c'est réglé. Tu vas le contester? Ben oui, c'est sûr. Gang de malades, hein? Et le train, autant qu'ils ont les masques, ça va, mais malheureusement, souvent ils les enlèvent, soit pour boire un verre, soit pour même des fois pour ils s'arrêtent pour discuter avec quelqu'un. Et c'est vraiment le moment où il faudrait avoir le masque. Et là, ils enlèvent le masque pour pouvoir parler. Je rappelle que toutes les études ont montré que dans la rue, il y a très peu de contamination. Arrêtons avec cette histoire de masque dans la rue. Et puis on pourrait lever, par exemple, on pourrait lever le masque. Merci. Ça serait, franchement, je trouve que ça serait un signe qui serait vraiment intelligent de dire aux gens. C'est parce que là, pour le coup, c'est pas ce que dit le rapport Fontanet. Fontanet. À la limite, ce qu'il dit, c'est que chaque fois qu'il y a un masque, il n'y a pas de contamination. Et notamment. Mais il n'y en a pas dans la rue. Donc, comme il y a bien des contaminations, elles arrivent chaque fois que les gens enlèvent le masque. Que ce soit chez 15 minutes. Mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Pourquoi t'as pas mis ton masque? Mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Pourquoi t'as pas pris ton masque? Mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Pourquoi t'as pas mis ton masque? Mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Pourquoi t'as pas pris ton masque? Que nous puissions utiliser ces moments pour rappeler aux autres que voilà, la Covid, elle s'est pas arrêtée à la frontière. Elle y est aussi, elle est avec nous. On partage la table. Bonjour la Covid, elle est là avec nous. Voilà, coucou, coucou, coucou. Bon, les enfants, je vous aime. Je vous souhaite un bon appétit. Non, nous ici, il est 2h15, bientôt la nuit va arriver. Et donc nous sommes en train de prendre notre apéritif du soir avant de rentrer à Paris. C'est fini, c'était la ville de mon dernier amour. Paris, c'est fini, et Macron à la lanterne reste-y. Bon alors là, je reviens de sortie de ville. Je vais vous raconter une anecdote qui est amusante, une anecdote que par rapport à l'aberration des masques, à force de croiser des veaux masqués, bon bah ça me fait monter les humeurs. Hein. Voilà-t-il pas que je rencontre le masque qui fait déborder la goutte d'eau, c'est-à-dire quelqu'un vraiment de bien masqué, hein. On voyait juste les yeux. Alors j'étais sur le point d'éclater, comme je fais de temps à autre, et de traiter de soumis, de taxer de veau, etc. De lui faire honte, d'humilier cette personne masquée. Et voilà que d'un coup, cette personne se met à me saluer. Évidemment, le visage masqué, je ne sais pas de qui il peut s'agir. Je lui ai fait signe donc de se démasquer parce que je ne le reconnais pas. Et puis c'était un de mes voisins que j'ai failli insulter. Voilà. Petite anecdote amusante. Péripétie par rapport à cette hystérie collective. Voilà, c'était amusant, hein, il faut prendre ça à la rigolade.
Et la règle, répétons-le, c'est le respect des gestes barrières par tous, tout le temps. Pour nous le rappeler, il y a cette petite affichette que l'on a vu fleurir un peu partout cette année. Le port du masque est obligatoire. Et de fait, quand d'aventure on sort en l'oubliant, on se sent tout de suite très mal vu. Vaccin ou pas, le masque va rester donc notre meilleur ami l'an prochain. Alors autant bien le choisir, d'autant qu'il y a vraiment masque et masque. Mais nous allons découvrir que nos masques, en revanche, ont un autre problème. Leur tissage les rend irrespirables. Le flux d'air passe comme ceci, vient traverser le masque de haut en bas. Donc celui-ci, par exemple, on est non conformant. C'est le début d'une longue liste de mauvais résultats, peu importe l'origine des masques ou leur prix. Le plus mauvais score est atteint par ces masques pour enfants. Il est un masque vraiment qui n'est pas respirable du tout. Le danger, c'est qu'une personne qui va porter ce masque va ressentir une gêne au niveau de sa respiration et va plutôt avoir tendance à l'enlever, par exemple. Donc c'est là que ça devient dangereux puisque la personne n'est plus protégée et ne protège plus les autres. Sur 13 masques, 11 ne respectent pas la norme européenne. Autour de cette table, ces mamans sont inquiètes pour la santé de leurs enfants. Depuis la rentrée scolaire, les enfants de primaire doivent porter le masque chirurgical. Et pour Karina, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour moi, ça a été ma limite parce qu'imposer ça aux enfants, ils sont juste incapables de gérer ça, même pour les plus grands au collège. Enfin bref, là, ça a été pour moi le déclencheur de vraiment une décision de déscolariser mon fils à partir de là. Son fils cadet suit désormais ses cours à distance et c'est elle qui assure le suivi. Elle ne souhaitait pas que son fils subisse les désagréments de son frère aîné au collège. Mon frère qui a commencé au collège au mois de septembre, qui comme beaucoup s'adapte, mais finalement c'est pas du tout naturel. Il y a grosse fatigue, des maux de tête, surtout une grosse fatigue, des boutons sur le visage. Donc j'ai voulu entreprendre une démarche personnelle en lui mettant un masque plexiglas, vous savez, c'est plexi qu'on a devant le visage, qui était un petit peu traumatique pour lui parce qu'il est arrivé à l'école où il s'est déjà fait lyncher par tous ses camarades en disant « t'as pas le droit, c'est interdit ». Ensuite, il a été demandé à une de ses maîtresses aussi qui dit « non, c'est pas possible, enfin, tu peux pas amener ça à l'école, c'est interdit ». Donc il y a aussi cette façon de faire qui fait que si on veut essayer ou trouver des solutions pour faire différemment, on se fait humilier en fait. Et Karina n'est pas la seule à avoir proposé une alternative. C'est le cas aussi pour Sandra. Elle avait négocié la visière en plexiglas avec le corps enseignant, mais l'inspectrice a refusé. Sandra soulève alors un autre problème, celui de l'apprentissage du français masqué en CP. Il a eu l'attaque du Covid-19, le Covid-19, une putain d'épidémie qui avait mis à l'arrêt tout un train de vie. Les gouvernements avaient recommandé le port du masque obligatoire pour se protéger. Mais à l'hôpital où je travaillais à l'époque, des collègues me disaient que ça ne sert à rien de porter les masques. Ils me racontaient des salades du genre c'était juste pour les malades. Même si tu n'es pas malade, même si tu n'es pas malade, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est obligatoire. Cette maladie est terriblement grave. C'est la plus grave des maladies que l'on a connues depuis un demi-siècle, plus même d'un point de vue social, économique. En réalité, cette maladie est un désastre. C'est un désastre économique, c'est un désastre. Il y a déjà 60 000 morts en France, il y en a 400 000 sans doute aux États-Unis. Ça, c'est pas la maladie, monsieur Kahn. C'est-à-dire que c'est les mesures qui ont été prises. Quand vous dites la maladie est extrêmement grave, elle tue, je crois, 0,05% des... Non, mais c'est pas les mesures qui ont été prises. Regardez, Pascal Praud, il y a un pays qui a été un des plus laxistes du monde, qui sont les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump. C'est un désastre aux États-Unis d'Amérique. C'est un désastre. Comme je vous l'ai dit, on ne vit pas avec le coronavirus. S'il y a une chose qu'on a appris de cette année pratiquement d'épidémie, c'est qu'on ne peut pas vivre avec le coronavirus d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc. Et les États-Unis d'Amérique sont le meilleur exemple de cela. Et donc, je ne laisserai pas dire, car ça n'est pas vrai, qu'il s'agit d'une maladie qui, globalement, est une maladie bénigne. C'est un désastre, en réalité, et c'est un désastre social. Vous me dites que c'est les mesures qu'on a prises. Non, puisque, on ne va pas reprendre la discussion, pas la polémique, mais la dictature chinoise, qui a pris des mesures encore beaucoup plus importantes, est celle qui a réussi à s'en tirer. Celle qui a pris le moins de mesures, les États-Unis d'Amérique, depuis le mois de mars, ne se sont jamais mis à l'abri de ce virus. Et donc, la seule chose à faire, puisqu'on ne va pas importer la dictature chinoise, la seule chose à faire, je l'ai dit, c'est espérer de toutes ses forces
qu'il y ait une immunité collective dans les pays permettant à la vie de reprendre. Dire que le confinement, les masques ou les gestes barrières sont une bonne protection, ça ne vient absolument pas des chiffres. Toutes les mesures de restriction sont appliquées à tout le territoire français et pourtant, comme à chaque épidémie, la mortalité n'est pas du tout la même selon les endroits. Si les mesures fonctionnaient, on aurait des résultats au moins comparables entre les départements. Ça ne fonctionne pas du tout. Pour cette raison, vous voyez des politiques et des journalistes assurer que ça prouve que les gens se comportent mal sur les territoires où le virus se propage. J'ai une autre théorie, les mesures proposées emmerdent le monde pour rien. Ce qui fait qu'un virus se propage, c'est probablement dû aux conditions météorologiques, à la population, peut-être à la promiscuité. Et au passage, concentrer toutes les populations, et en particulier les plus pauvres dans des immeubles, c'est complètement con, et pas que pour les épidémies. Le masque, ça doit avoir l'utilité de rassurer les gens et de leur faire croire que le problème vient d'eux et qu'ils font quelque chose d'utile en le portant. Et en plus, comme ça, tout le monde ferme sa gueule. Autre chose. Espagne, Grèce, Slovénie, Allemagne. Partout en Europe, les mêmes scènes depuis ce matin. La campagne de vaccination européenne commence. Moment historique pour ces premiers vaccinés, ces anonymes, devenus les visages de la lutte européenne contre le virus, comme ici en Norvège. Je me sens bien, vraiment. Un peu comme Armstrong, le premier homme sur la Lune. Priorité aux personnes vulnérables et aux soignants. En Italie, ce groupe d'infirmiers montre l'exemple devant les caméras du pays. J'ai touché du bout des doigts et vu de mes propres yeux combien il est difficile de combattre ce virus. Je le dis avec le cœur, vaccinons-nous. Pour nos êtres chers et la collectivité. Un vaccin prometteur salué par la classe politique européenne. Scène émouvante au Danemark. À droite, le premier vacciné du pays. À gauche, le ministre de la Santé danois suit l'injection par vidéo. Et voilà, on a notre premier vacciné. Espérons que ça va marcher. Si ça ne marche pas, je reviendrai vous hanter. Le ministre est rattrapé par l'émotion. Ah, c'est vraiment merveilleux. J'ai l'impression que nous avons vécu dans des tranchées, nous combattons ce virus et maintenant nous avons une arme. Une arme, un espoir pour stopper au plus vite la propagation du Covid-19. Avec plus de 25 millions de cas, l'Europe reste la zone la plus touchée au monde par la pandémie. Vous savez, le chiffre d'affaires de Big Pharma est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires de l'automobile ou de l'aviation. Je serais rentré à Sainte-Anne, j'en serais sorti le 5 mars 2021. Je ne vous dis pas dans quel état. En légumes, d'après vous? Sûrement. Parce qu'actuellement, ils ne pouvaient pas me tuer. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ne pouvaient pas me tuer parce que je suis trop connu. Vous savez que le docteur Fouché là, de Marseille, ils veulent aussi faire une analyse psychiatrique. Alors quand ils ne peuvent pas tuer les gens, ils les foutent comme au goulag, comme Staline, et puis on n'en sort plus. Et je crois qu'il y a quelque chose de ce domaine-là, qui est que pour beaucoup de gens, renoncer à certaines idées, ou en tout cas accepter d'autres, ça voudrait dire je vais être exclu de mon groupe social. Et ça, c'est encore plus douloureux que d'avoir raison, tort. Et donc, vous allez parfois préférer la parité à la vérité. Parce que sinon, vous risquez d'être seul. Et c'est le cas. En ayant porté les idées que j'ai portées, j'étais exclu de mon groupe social de réanimateurs bien pensants. Et donc, est-ce que vous êtes prêts dans l'aventure de la raison à cette exclusion sociale? Ça, c'est une vraie question. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez utiliser la raison pour justifier votre appartenance sociale. Vous n'allez plus vous en servir comme un moteur à essayer d'explorer le vrai, mais comme d'un outil, un marteau, comme vous disiez, à essayer de faire de la raison résonante, auto-justifiante, quoi. Donc ça, je crois que c'est un point clé, et notamment chez les résistants que je vois autour de moi, c'est cette idée ils se sont rendus disponibles, ils ont accepté cette idée qu'ils allaient être exclus de cette société-là. Et la réalité, je vous le dis clairement, c'est que moi, je suis déjà exclu de cette société-là, technophile, transhumaniste, depuis longtemps, en fait. Je ne souhaite pas y aller. Je fais partie de ces collapsologues ou collapsonautes, ou appelez-les comme vous voulez, ceux qui pensent que nous sommes en effondrement de civilisation, que les choix qui ont été faits nous amènent doucement à une humanité dégradée, et que ça n'est pas souhaitable. Donc, pour moi, il y a deux chemins différents. Il y a ceux qui sont rassurés par l'idée de la technique qui les maintiendrait dans le confort et dans surtout pas être au contact de ce feu brûlant qu'est la vie.
Et puis d'autres comme moi qui plutôt imaginent que l'avenir serait plus souhaitable comme dans La Belle Verte de Colin Serrault, c'est-à-dire il va nous arriver des aventures, il va nous arriver des difficultés, mais si on arrive mais on va y faire face et tant mieux, quoi. C'est ça l'inventivité de l'humain et les choses surviennent pour le meilleur, quoi. Quel conseil avez-vous donné aux médecins? Une fois, j'ai une femme médecin tout à fait remarquable du centre de la France qui m'a appelé pour me demander conseil parce qu'elle était enquiquinée par le conseil de l'ordre. J'ai dit, madame, soignez vos patients. C'est ce qui est important, c'est pas le conseil de l'ordre, c'est de soigner vos patients. Et je peux vous dire que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, elle a eu 300 ou 400 patients qui ont eu la Covid, et il n'y en a aucun qui a été hospitalisé. Elle a eu aucun mort, elle les a soignés. Ça veut dire, elle n'a pas dit, j'attends que le vaccin arrive. Aujourd'hui, quand vous avez des députés écologistes qui vous expliquent qu'il va falloir un passeport biométrique avec votre certificat vaccinal pour pouvoir accéder au théâtre, à la culture, etc., ça veut dire qu'on met ensemble deux idées qui jusqu'ici on n'avait pas cherché à rapprocher avant cette histoire-là. C'est l'idée de pouvoir aller au théâtre et l'idée d'être vacciné. Ça vous avait pas effleuré avant cette histoire-là. Là, ça y est, on l'a mis dans votre cerveau que ça va ensemble. On a mis dans votre cerveau que ça va ensemble, l'idée d'être vacciné et de pouvoir travailler ou de pouvoir aller voir les personnes âgées. Voilà, pour Thierry Gourvenec, qui est périphérique au collectif, on est dans un délire collectif. Hein. Alors, mais c'est très dur de guérir d'un délire collectif. Selon ces projections qui envisagent une hausse des contaminations à partir de Noël, il faudrait un nouveau confinement pour contenir les hospitalisations en réanimation à moins de 3000 patients d'ici la mi-janvier. Mais pas sûr que des confinements locaux aient les mêmes bénéfices. Aujourd'hui, via les hospitalisations, on connaît l'état de l'épidémie tel qu'elle était pendant la première quinzaine de décembre. La deuxième quinzaine de décembre, ça reste aujourd'hui une inconnue. Et en fonction de l'ampleur et de l'état de l'épidémie, il est possible que des mesures locales ne suffisent pas. Qu'importe l'étendue des mesures, pour ce professeur de santé publique, l'important est d'empêcher les rassemblements le soir du Nouvel An. L'urgence, ça serait de pouvoir limiter au maximum la progression du virus dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. On peut reconfiner juste pendant 2 jours, surtout que ces 2 jours tombent dans une période de week-end, donc ils auront moins d'impact sur l'économie et sur la vie sociale. En contact avec les élus depuis ce week-end, le ministère de la Santé assure qu'aucune piste n'est encore écartée. Donc je vous ai montré 2 choses. Le taux de mortalité qui définit une urgence sanitaire qui est le même que toutes les autres années. Et la deuxième chose, c'est de quoi meurent les gens et quelles sont exactement les maladies qu'ont les gens basées sur un test qui n'est pas un test diagnostique et qui ne peut donc pas être utilisé pour décider si vous êtes malade, si vous êtes infectieux, si vous êtes contagieux, puisque même la contagiosité aurait dû être établie dans le principe de corps. C'est ça un des principes. Isoler le virus et voir sa contagiosité en faisant des modèles animaux. Donc vous voyez où on se trouve aujourd'hui? On se trouve dans une situation, si vous tirez le test PCR et vous l'enlevez du jeu de cartes, parce qu'il est faux, et que vous mettez un test, par exemple, antigène, ce qui a été fait en Angleterre, eh ben le taux d'infection, il baisse à pratiquement 0,05, enfin, quelque chose qui est proche de la grippe. Et encore. Donc, si vous réalisez que toutes les décisions sont prises sur un taux de mortalité qui n'est pas insignifiant par rapport aux autres années, même la canicule, et que vous regardez ce test, eh bien, il n'y a aucune justification politique à faire du confinement, de mettre des masques, de fermer la boutique, de fermer les restaurants et les hôtels, d'obliger les gens à rester chez eux même s'ils ne sont pas malades, d'obliger les gens à ne pas voir leurs grands-parents. Et vous voyez donc cette illusion, ce genre de voile qui nous est mis sur la tête avec un test et un taux de mortalité qui n'est pas transparent. Mais on terrorise la population, voilà. Et parce que je dis ça, peut-être le Conseil de l'Ordre va me donner un coup de bâton parce que j'ai dit qu'à Noël, on ne compterait pas les gens à la maison et on ne va pas mettre le masque pour manger un bon gâteau, une bonne bûche de Noël et une salade de fruits. C'est impensable.
Moi, j'ai dit toute la vérité. D'ailleurs, c'est le site dans ce titre. Je respecte énormément le professeur Perron, alors que vraiment j'admire, parce que je l'admire. J'aime aussi beaucoup le professeur Raoult. Ils disent la vérité. D'ailleurs, le professeur Raoult a démissionné du comité scientifique. Il a été viré d'une CERM, etc. Donc, la vérité, ça fait mal. Ils sont prêts à tout. Hein. Le professeur Perron, voilà, depuis qu'ils savent qu'on m'a mis à l'asile psychiatrique, mais justement, je m'en suis bien sorti. J'ai été sauvé par la prison, les psychiatres de la prison. Hein. J'ai un état de santé mental parfait. D'ailleurs, ils ont pu le vérifier. Et là, vous avez, j'étais pour 4 mois à Sainte-Anne. Il leur a fallu 2 jours pour comprendre, moi, que j'étais pas. Donc, j'étais en parfaite santé mentale. Là, je remercie tous les libertés, les juges de liberté. Mais quand j'étais à l'Est, quand ils m'ont emmené, Madame Jolivet avait téléphoné à la juge de liberté pour dire que c'est un complotiste, il faut nous l'amener. Ils avaient tout prévu, sauf que j'allais être sauvé à l'hôpital psychiatrique, à la prison. Je vous coupe parce que ce que vous dites est très grave. Il y a eu interférence, donc, avec une pression qui a été faite sur le juge des libertés. C'est ce que vous dites là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et j'ai comme témoin l'adjudant Aurélie Godard de la gendarmerie de Saint-Martin-de-Vaugirard. Ils étaient derrière moi. Parce que... Moi je pense qu'on est dans une dictature sanitaire, mais que ça va exploser parce que les Français, jamais ils accepteront ce genre de choses. Jamais, jamais, jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le savez, le masque fait partie de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 6 tenues où on peut accorder ses vêtements avec son masque de façon stylée. C'est-à-dire que dans une société ingouvernable, qui a été proposée comme telle, en tout cas dans les analyses récentes des dernières années, la tentation d'un totalitarisme soft est grande. Et ce totalitarisme soft, sur motif sanitaire, en plus, trouve sa justification rationnelle. Ah ben voilà, c'est pour votre bien, quoi, que vous êtes des esclaves. Quand vous dites vous êtes des esclaves, c'est quand même, le mot est fort. Esclaves de quoi ? Esclaves de quoi ? Alors, si vous regardez quel est le projet, est celui d'une destruction de l'économie complète, puisqu'il est en cours. Les gens qui voudraient travailler sont empêchés de travailler. Les entrepreneurs, les restaurateurs, etc. sont empêchés de travailler sur des motifs sanitaires qui sont faux. Mais c'est ce que Ariane Bilan et moi avons appelé le déferlement totalitaire, le moment paranoïaque de l'humanité, c'est-à-dire et ce que déjà Foucault avait appelé le biopouvoir ou la biopolitique, c'est-à-dire vous faire sortir de votre habitude progressivement, changer la normalité du travail, la normalité des rapports humains. Ça a bien été décrit par Giorgio Agamben dans la survenue des systèmes totalitaires. Et voilà, et donc vous êtes un esclave, vous trouvez que le mot est fort. Alors, on pourrait peut-être trouver un autre mot. Vous êtes privé de vos libertés, c'est-à-dire vous n'avez pas donné mandat au pouvoir de décider pour vous si vous deviez être en bonne santé ou en mauvaise santé, si vous deviez être confiné ou pas confiné. Ce n'est pas le mandat que vous leur avez donné. Donc c'est ce que j'appelle un rapt du contrat social, c'est-à-dire vous êtes en train de vous faire braquer complètement votre liberté et le pouvoir. En fait, il dit 2 choses. D'abord, il rappelle les faits, et après, il explique que le plus grand taux de mortalité aux États-Unis, ils ont explosé à partir de 1999, dès la commercialisation de ce médicament. En fait, ils tuaient tous les vieux. Ils butaient tout le monde, le médoc. Du coup, pendant 5 ans, les taux de la mortalité nationale augmentaient. Et quand ils ont arrêté en 2004, la mortalité chutait. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils se grattaient la tête, ils disaient « Mais pourquoi la mortalité a chuté ?» Parce qu'on a retiré le Vioxx. Si un médicament arrive, écoutez-moi bien, à changer la mortalité d'une population de 330 millions d'habitants, c'est que sa mortalité est très grande, de l'ordre de 100 000. C'est pour ça qu'ils ont multiplié 100 000 par 5 ans et il a arrondi à 500 000. C'est pas une blague ce que je vous dis. Ce n'est pas une blague. Et en France, 0. Et après ça, il revient sur un truc très intéressant sur les Chinois. Il rappelle le scandale de 2008 de la mélamine, du lait frelaté pour les bébés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scandale. La mélamine, c'est du plastoc très toxique qui ruine les reins. Il détruit les reins, insuffisance violente des reins et tout. Grave, grave. Et en fait, il y a eu 6 décès en Chine. Il y a eu 96 000 enfants malades,
96 000 enfants malades, 6 décès. Vous savez ce qu'ils ont fait les Chinois? Il y en a 2 qui ont été exécutés, dont un qui a fabriqué 800 tonnes de lait frelaté, de poudre de lait frelaté. Il a été exécuté, condamné à mort. Le patron de l'entreprise, ils ont tous fait de la prison à vie, 20 ans, 30 ans de prison. Tapez sur Wikipédia le scandale du lait frelaté mélamine. Alors, mélamine, ça sonne joli, vous savez, on dirait mélanine, mélatonine. Vous voyez, ça fait biologique. Non, c'est du plastoc. C'est un truc utilisé, c'est du plastique, quoi. C'est un produit chimique hyper toxique. Ils l'ont mis dans le lait pour faire croire qu'il y avait plus de protéines. Ça trompait les analyses, et c'est un Néo-Zélandais qui a découvert la supercherie. Par contre, les Chinois, ils ont coupé des têtes. Ils ont viré les voyous, ils ont mis en prison, et les 2 plus gros voyous, peut-être même 4, certains parlent de 4, vous regarderez, je vous laisse voir Wikipédia. Donc, vous voyez à peu près comment la différence entre est-ce que qui sont les âmes humaines les plus précieuses pour les autorités chinoises ou pour les autorités américaines, à votre avis? Sans commentaire. Okay. 4 ans de prison pour avoir raconté de l'intérieur la crise sanitaire de Wuhan. En Chine, une journaliste citoyenne de 37 ans vient d'être condamnée pour ses reportages réalisés au tout début de la crise, reportages dans lesquels elle dénonçait notamment une situation chaotique dans les hôpitaux. Anne-Claire Poignard. Elle est l'une de ces voix qui dérangent le pouvoir chinois. Zhang Zhan, journaliste citoyenne condamnée à 4 ans de prison pour provocation au trouble. Son tort, avoir diffusé des reportages sur le Covid à Wuhan. À l'ouverture de son procès ce matin à Shanghai, les médias sont fermement repoussés par la police. Seuls les avocats de la jeune femme sont autorisés à entrer. Pour comprendre son histoire, il faut remonter en février. Zhang Zhan décide d'aller à Wuhan pour comprendre ce qu'il s'y passe. Dans une ville fantôme, cette ancienne avocate filme le chaos dans les hôpitaux. Voici les urgences de l'hôpital numéro 7. La réalité crue du Covid que la Chine ne veut surtout pas montrer. Ici, un policier lui intime d'ailleurs l'ordre d'arrêter de filmer. Éteins ton téléphone ou je vais le casser. Condamnée à 4 ans de prison, elle est en grève de la faim depuis 6 mois. Elle clame son innocence et nous avons plaidé en ce sens au tribunal. La peine est très sévère. Elle est probablement plus déterminée que jamais à poursuivre sa grève de la faim. Je suis donc très inquiet pour sa santé et pour sa vie. Un procès expéditif, le pouvoir chinois préfère afficher une autre image de sa gestion de la crise. Concernant votre protocole, vous dites, vous, qu'il a été extrêmement bénéfique. Nous, on a pu effectivement se procurer un certain nombre d'informations de personnes qui l'ont adopté, ce protocole, et effectivement avec des résultats super positifs. Mais d'un autre côté, derrière tout cela, il y a eu quand même des suicides. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 suicides qui ont eu lieu? Ils ont interdit, alors, monsieur, le président de monsieur Dominique Martin, j'ai accusé, hein, vous avez carrément toutes les vidéos en un trombinoscope. Hein. Monsieur le Président Martin, d'ailleurs, Dominique Martin vient d'être muté, là, c'est gênant. Il vient d'être nommé médecin conseil de l'assurance maladie, là, le 1er décembre. Hein. Ils les mettent tous de côté. Alors, donc, monsieur, ouais. Et ces gens-là, donc, ils ont interdit les patchs à des malades. On avait tout fait légalement. Légalement, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gagné. Tout était légal. Ils m'ont interdit le 12 mars après, de parler aux malades. Il y a eu des suicides, parce qu'on avait traité des gens. Vous allez regarder sur le site valentonine.fr, vous allez voir tous les témoignages. Vous savez que je suis quelqu'un de bien, d'humain, de croyant. J'ai un casier judiciaire extrêmement vierge. Et évidemment, ils ont cloué le bec. Hein, je leur ai cloué le bec. Mais tous les journaux, sur France ce soir, hein, tous les journaux, les télévisions, j'étais un charlatan. Il y a eu un procès d'ailleurs, qui a eu lieu qui devait avoir lieu en janvier, mais avec les événements, il a eu lieu finalement au mois de mai. Et puis j'ai gagné. Monsieur Bernard Célie de l'ANSM qui avait dit que j'étais un charlatan, monsieur Gilles Boulot de TF1 que j'avais dit un charlatan. J'ai gagné, je ne suis pas un charlatan. Voilà. Alors concernant, professeur, ces 3 suicides, d'après vous et d'après ce que je peux comprendre à travers vos dires, c'est le sevrage finalement en quelque sorte l'interdiction de la prescription de vos patchs qui a conduit finalement les gens au suicide. Écoutez, il faut aller voir le site valentonine.fr et l'association Medival
vous allez voir, il y a eu 3 suicides, mais il y a eu 2 euthanasies, et il y a eu 2 gens qui se sont suicidés le jour où ils ont su qu'il n'y aurait plus de patch. Et tout était régulier, hein. Tout était régulier. Et je dois dire que d'ailleurs, il y a un certain monsieur Patrick Bouet, vous le verrez, hein, le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Hein, je dois dire que c'est vraiment un personnage peu recommandable qui est acheté, qui voulait mettre monsieur Raoult, le sortir du Conseil de l'Ordre, qui a viré du Conseil de l'Ordre des médecins tous les médecins qui prescrivaient l'hydroxychloroquine. Et ce monsieur Bouet, là, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parle là. Et justement, mais il revient sur la sellette. Hein. Je pense je sais pas, moi je mettrais tous ces gens en prison, là, maintenant, tout de suite. Qui a signé ce truc? Tous en prison pendant au moins 30 ans. Minimum. Tous. Avec des amendes de 10 millions d'euros, minimum. Je les ruine pour 20 générations. Minimum. Ce que racontent les médias et le gouvernement n'a plus rien à voir avec le réel. Et c'est ça qui nous a fait nous mettre en mouvement. Mais sans forcément un projet abouti, établi à 5 ans. Aujourd'hui, au sein de Réinfo Covid, il n'y a que des bénévoles. Il n'y a que des gens qui prennent sur leur temps, qui se réunissent tard le soir, dans une ambiance de résistants, vraiment. Mais cette année, pas question d'être à minuit sur les Champs-Élysées pour célébrer le Nouvel An. Ici comme ailleurs, il faudra que vous restiez chez vous. Plus aucune sortie n'est autorisée à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Pour le 31, comme pour les autres jours, seules quelques exceptions au couvre-feu sont autorisées. Une dérogation pour raison professionnelle, de santé pour un motif familial impérieux, ou encore pour les personnes en situation de handicap, celles effectuant des travaux d'intérêt général, ou encore les propriétaires d'animaux de compagnie. En dehors de ces dérogations, 135 € d'amende pour toute personne qui ne respectera pas le couvre-feu. Des règles à l'extérieur, mais aussi des recommandations du ministère de la Santé à appliquer chez vous pour le dîner du 31. À l'intérieur, il faudra vous limiter à 6 personnes maximum, sans compter les enfants. Vous ne pourrez donc pas organiser de grandes fêtes. Et puis, essayez au maximum de respecter les gestes barrières, puisque selon les experts, le moment du repas est l'un des plus dangereux en matière de contamination. Pour limiter ces contaminations, pensez aussi à ouvrir les fenêtres. Et lorsque minuit sonnera, n'oubliez quand même pas de vous souhaiter une bonne année, meilleure que celle qui vient de s'écouler. On est dans le papy boom, c'est-à-dire une génération de personnes de mon âge qui sont nées entre 1940, si vous voulez, et 1970 à peu près. Cette génération-là est une génération âgée qui est fragile, où il y a beaucoup de comorbidités, d'obésité, de diabète, d'hypertension. Moi, je n'ai pas de comorbidité, mais j'ai mon âge. Bon, donc, j'ai un âge qui fait que je suis plus fragile que quand j'avais 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Bon, il y a la prévention, et la prévention, pour moi, ça c'est très très important, c'est d'abord du zinc. C'est minimum 10 mg de zinc par jour, au petit déjeuner ou dans la journée. Ça, c'est absolument essentiel. Plus la vitamine D, si on est dans des régions où il n'y a pas de soleil, donc il faut prendre de la vitamine D, et ensuite de la vitamine C. Mais la vitamine C, le mieux, c'est de la prendre avec des fruits frais, de saison, de qualité, qu'on va bien mastiquer, parce que les fibres vont entretenir, si vous voulez, toutes les défenses immunitaires qui sont dans le tube digestif. Voilà. Mais si vous êtes encore assez naïf, ou voire assez stupide, pour faire confiance à ces gens et croire leur rapport pondu ce matin pour dire que le vaccin Pfizer, BioNTech, ARN messager, cette thérapie génique ne présente aucun risque, franchement, je ne peux plus rien pour vous. Je vous souhaite une excellente vaccination, un excellent rappel de vaccination. Par contre, ne venez pas pleurnicher après. Ouh là là, j'ai mal à la tête, ou j'ai mal au ceci, ou j'ai mal à cela. Parce que les gens qui ont eu des narcolepsies cataplexie en 2009 à cause de la grippe A, du Pandemrix, de la grippe H1N1, ils attendent toujours à ce jour les indemnisations 11 ans après. Donc je vous dis, bonne soirée chers amis. Il a dit, on aurait dû offrir le zinc tous les jours dans toutes les maisons de retraite. Il y aurait eu beaucoup moins de morts. Et j'aimerais vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais vraiment que les personnes que je vois sur Internet en train d'expliquer que ceux qui ont des réticences à se faire vacciner, que ces personnes-là, dont je fais partie, nous serions des crétins,
qu'il faut absolument se faire vacciner et prendre des mesures drastiques, faire comme d'ailleurs la loi prévue par Castex le prévoit, c'est-à-dire de retirer toute vie sociale aux gens qui ne se feraient pas vacciner. À ceux-là, je m'adresse et je leur dis, regardez-vous dans la glace, écoutez mes arguments et réfléchissez en vous-même. Réfléchissez en vous-même, parce qu'il y a eu des gens très malins en 2009, 2010, qui se sont fait vacciner du vaccin H1N1, qui, comme vous, pensaient que tout ça, les vaccins étaient parfaitement sûrs dans la mesure où il y avait eu l'autorisation d'autres mises sur le marché, et puis qui se retrouvent depuis victimes à vie de maladies invalidantes. Réfléchissez-y. Refusons cette vie sans contact, redevenons des êtres humains.